Je vous souhaite un très, très bon webinaire. Benjamin prendra le temps, à la fin de chaque partie, de répondre aux questions que vous pouvez poser dans le chat. Voilà, donc on attend juste que Benjamin recharge le document. Benjamin, si tu peux juste le mettre en plein écran, ce serait parfait. Voilà, bonjour à tous. Oui, alors je vais essayer donc, je pense qu'il apparaît, hein, le document chez vous. Je vais Oui, essayer de le mettre en plus grand. Voilà, normalement, ça doit être le cas c'est parfait. et voilà, j'étais en train de faire une petite manip pour voir si je pouvais revenir en arrière, c'est bien. Très bien, écoutez, donc bonjour à toutes et tous. Nous vous proposons à l'occasion de ce début de mandat de faire un petit point sur, la question des indemnités, de fonction après avoir, évoqué le sujet des délégations de pouvoir et de fonction précisément il y a une dizaine de jours pour, si certains d'entre vous, ont pris part également à cette réunion, le 31 mars. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tour d'horizon au sein du bloc communal, puisque nous nous intéressons qu'au bloc communal, dans un premier temps, dans les communes, avec, des petites précisions sur, ensuite, les questions de majoration, de modulation, d'écrêtement et cetera. On fera un point en troisième chapitre sur les indemnités de fonction au sein des EPCI, puisqu'il y a des petits particularismes bien sûr. Et puis on terminera par une présentation très succincte et pour avoir quand même quelques grands principes à l'esprit, sur la nature sociale et fiscale des indemnités de fonction. Alors, on n'évoquera pas de cas personnels, hein, à cette occasion parce que, c'est une réunion collective et vous invitera à contacter notre service si vous avez besoin de qu'on se penche sur un cas personnel et s'il s'agit, de calculs par exemple, bien sûr, vous, pourrez contacter les services dédiés de l'URSSAF ou des caisses de retraite complémentaires le cas échéant. Ça sera tout à fait indiqué. Alors sur le 1er point, donc les indemnités de fonction au sein des communes. Alors on peut repartir quand même sur un principe qui figure toujours dans la loi, qui est, celui-ci, l'article L2123-17, hein, du code général des collectivités territoriales, qui dispose donc que sans préjudice des dispositions du présent chapitre et on voit que ce sont ces dispositions aujourd'hui qui, deviennent incontournables, eh bien, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Hein, la gratuité des fonctions, apparaît toujours dans la loi aujourd'hui. Même si, ça apparaît un peu obsolète, hein, comme concept, mais il figure toujours. Mais en fait, il a été très vite fait le constat, au fur et à mesure du développement du droit des collectivités locales, puis convenu dans la loi que, les contraintes et les frais inhérents à l'exercice du mandat et des fonctions, que la réduction des activités personnelles des élus que cela induisait, voire parfois professionnelles, eh bien, devaient fort logiquement faire l'objet d'une indemnisation. C'est pour ça qu'on parlera bien d'indemnisation et non pas de rémunération. Heu, on peut trouver trace encore d'une circulaire du 15 avril 92, hein, c'était, au moment de l'adoption de la loi ATR, qui énonçait, que l'indemnité de fonction ne présente le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Et aujourd'hui, hein, plus de 30 ans après, on est toujours sous ce régime-là. L'article R2151-2 du CGCT établit qu'il convient de se référer pour la détermination des indemnités de fonction à la population totale prise en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Donc pour l'ensemble du régime applicable aux indemnités de fonction, ce sera toujours la population totale en vigueur au moment du dernier renouvellement intégral du conseil qui servira de référence. Et ce chiffre restera valable pour qu'il n'y ait pas
de disparité, de discontinuité pour toute la durée du mandat, quand bien même certaines collectivités eh bien, changeraient de strate démographique. Alors, population, ça c'est un élément et il faut qu'il y ait un indice de référence. Et donc l'indemnité, selon la référence mentionnée à l'article L2123-20, se calcule sur la base d'un indice terminal de la fonction publique auquel est appliqué un pourcentage. Donc l'article dispose que les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Cet indice de référence est aujourd'hui l'indice brut 1027. Ça a évolué dans le passé, on a eu d'autres indices. Aujourd'hui, c'est l'indice brut 1027 qui n'a pas évolué à ce jour depuis le 1er janvier 2024 et qui est donc qui correspond également à l'indice majoré 835. Hein. Vous verrez cette correspondance. Donc c'est indice brut 1027 ou indice majoré 835, ce qui est la même chose et qui équivaut à un montant donc qui est de 4 110,52 € brut par mois exactement aujourd'hui. Donc ça, c'est le référentiel. Vous avez en dessous la référence réglementaire de décret de 85 qui a été modifié la dernière fois, donc en 2023. Alors, lorsque le conseil municipal est renouvelé, on est dans cette période, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation du conseil municipal. Donc peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà délibéré sur le sujet, puisqu'il était tout à fait possible de le faire dès la séance d'installation. Et si ça n'a pas été le cas, eh bien cette délibération devra intervenir donc dans les 3 mois à compter de cette installation. Une disposition particulière pour la délégation spéciale que je vous ai rappelée ici. Toute délibération donc du conseil concernant ces indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, on va y revenir, est accompagné d'un tableau annexe qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. Donc c'est une présentation formelle qu'il convient de respecter, une délibération classique avec les mentions habituelles, mais il faudra y annexer un tableau très visuel en fait, qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées à chacun. On l'a vu dans la jurisprudence ici, l'absence du tableau annexe est un vice qui est un vice qui rend illégale la délibération indemnitaire et donc les indemnités aussi versées à ce titre. Donc ça a quand même des conséquences non négligeables. Si le maire fait la demande, ça doit venir de lui, de ne pas percevoir son indemnité légale, donc fixée de droit au taux maximal, eh bien l'indemnité qui sera fixée par le conseil, cette fois-ci, devra bien faire apparaître dans la délibération indemnitaire et dans le tableau annexe ce montant-là, puisque ce sera un montant dérogatoire. A contrario, si le maire perçoit son indemnité de fonction telle que prévue par la loi, eh bien, elle n'aura pas à figurer ni dans la délibération, ni dans le tableau annexe. Alors, il apparaît qu'il n'y a pas de normes qui interdisent au maire de mentionner dans le rapport de présentation le principe fixé par l'article L2123-23. Donc, les maires perçoivent de droit l'indemnité de fonction fixée à l'article L2123-23, ça c'est le terme de la loi. Dans cette hypothèse-là, donc, vous ne ferez figurer ni le montant de l'indemnité, ni le pourcentage de l'indice brut de correspondance qui permettra, en cas de revalorisation légale du montant des indemnités de fonction des maires, de ne pas avoir à délibérer à nouveau. Voilà. Et puis là, on vous a précisé, même si ça n'est pas notre sujet aujourd'hui, que la loi Gatel de décembre 2025, qui a créé un nouveau statut de l'élu local, a également aligné la fixation des indemnités sur de plusieurs exécutifs, des présidents, les présidents de conseils régionaux et départementaux notamment. Donc il y a une harmonisation aujourd'hui sur l'ensemble des strates de collectivités territoriales, y compris celles à statut particulier,
Guyane, Martinique notamment, hein, mais aussi Lyon-Paris, il y a une harmonisation du régime qui s'applique à l'ensemble des communes en la matière. Alors, en début de mandat, puisque par principe, l'indemnité du maire est de droit, eh bien la période de versement débute pour le maire dès le jour de son élection, donc dès la séance, le jour de l'installation du conseil municipal. Alors ça, c'est une question qui nous est beaucoup posée en ce moment, c'est la question du caractère non rétroactif de la délibération. Alors, c'est un principe qui s'applique uniquement aux adjoints et conseillers municipaux, puisqu'on vient de le voir, pour l'indemnité du maire, la question ne se pose pas. Alors, il y a eu un régime un peu fluctuant, un régime juridique un peu fluctuant ces dernières années, puisque vous vous souvenez peut-être que des circulaires du ministère de l'Intérieur, la dernière en date, celle du 20 mai 2020, faisaient état d'une forme de tolérance à titre exceptionnel sur la possibilité, compte tenu des contraintes de calendrier qui s'imposent aux communes, d'envisager une rétroactivité de cette délibération. Aujourd'hui, on peut affirmer que le principe de non-rétroactivité doit vraiment s'appliquer et qu'il faut le respecter de manière assez rigoureuse. La preuve donc en est de cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2025, donc très récent, qui précise bien que ne saurait tenir lieu de dérogation au principe de non-rétroactivité des actes des collectivités locales, les articles combinés du CGCT, qui, s'ils ménagent à l'Assemblée délibérante nouvellement élue un délai de 3 mois, et n'imposent pas au maire de ne déléguer ses attributions que postérieurement à la délibération, eh bien, fixant les indemnités, n'instaurent pas non plus de mécanisme de rétroactivité du barème. Alors, c'est vrai que bon, ce sont des débats un peu théoriques. C'est la première conseillère à évoquer éventuellement la possibilité d'un assouplissement, mais pour faire simple aujourd'hui et par sécurité juridique, en attendant peut-être une réaffirmation un jour du Conseil d'État s'il est saisi sur ce sujet, mais par sécurité, il faut ne pas appliquer la rétroactivité. Voilà, donc la période de versement de l'indemnité débutera bien dès le jour où l'arrêté de délégation et la délibération qui sera prise sur le fondement de ces arrêtés-là, pour les adjoints et conseillers municipaux concernés, et la délibération acquerront une force exécutoire, c'est-à-dire après publicité et envoi au contrôle de légalité. Donc pas de rétroactivité de cette délibération indemnitaire. Alors, pour l'indemnité de droit du maire, donc il y a ici sur la gauche les taux applicables aujourd'hui, les taux réglementaires applicables aujourd'hui, et entre parenthèses, le montant mensuel brut en euros qui correspond. Donc, vous le voyez, on a la loi Gatel a maintenu les strates, les seuils démographiques applicables auparavant, Oui. mais a procédé à une Ouais, ouais. revalorisation pour les communes les moins peuplées, jusqu'à 20 000 habitants, ce qui était quand même déjà beaucoup. L'article donc L2123-23 dispose que les maires perçoivent une indemnité fixée par référence donc à l'indice brut terminal de la fonction publique, selon un barème prévu par cette disposition. Donc une indemnité, on le rappelle, qui est de droit et sans débat de l'organe délibérant, fixée au montant du barème. Néanmoins, on le reprécise, à la demande du maire, le conseil municipal peut par délibération fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème. Alors, il est quand même conseillé que cette demande du maire soit formalisée par écrit, par un courrier, afin quand même d'attester, d'abord ça sert de preuve, et ça permet aussi au maire d'attester qu'il n'a pas subi de pression de quelque nature que ce soit de la part d'autres élus. Donc, même si ce n'est pas rendu obligatoire par les textes, c'est quand même conseillé que cette demande soit formalisée par écrit. Alors, la rédaction que vous allez choisir de retenir permettra ou pas d'assurer l'automaticité de la prise en compte des évolutions de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Donc, si la délibération définit les indemnités par référence à un pourcentage donc, de l'indice brut terminal, à ce moment-là,
eh bien, la revalorisation s'appliquera automatiquement dans cette hypothèse, et c'est ce qui est quand même conseillé, hein, pour vous éviter d'avoir à chaque fois à reprendre la délibération en cas d'évolution, de, l'indice, eh bien, c'est quand même conseillé de faire une référence générale à l'indice brut terminal, sans plus d'explication. Mais si vous choisissez, ce qui est quand même autorisé aussi, de, faire référence à un montant exprimé en euros, c'est-à-dire une définition en valeur absolue, alors l'application, de la revalorisation du point d'indice ne sera pas automatique, par voie de conséquence, et il faudra, adopter une nouvelle délibération pour permettre éventuellement aux élus de bénéficier de l'augmentation du point d'indice. Donc c'est un choix, hein, plus, pratique, de choisir la première option, mais certaines communes peuvent faire le choix volontaire, de la deuxième, hein, mais avec les conséquences donc de devoir délibérer si on veut à chaque fois, indexer à l'évolution de l'indice. Alors la, loi donc Gatel, hein, on le rappelle, a revalorisé le montant, maximal donc des indemnités, de fonction des maires et des adjoints des communes de moins de 20 000 habitants, et de manière dégressive, hein. Donc cette revalorisation fut d'autant plus importante que, les communes étaient les moins peuplées. Donc ça allait de +10 pour les communes de moins de 1 000 habitants à +4 pour les communes, comprises entre 10 et 20 000 habitants. Un élément très important, qui a évolué depuis l'entrée en vigueur de cette loi, l'entrée en vigueur de cette loi, c'est que désormais l'enveloppe l'enveloppe indemnitaire globale va être calculée non plus en fonction du nombre effectif d'adjoints en poste, mais en fonction du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner. Donc ça, c'est un élément très important puisque, jusqu'à présent, certaines communes, faisaient un choix un peu contraint d'augmenter, le nombre de délibérés pour un nombre d'adjoints supérieur à ce qui était souhaité, par consensus, hein, dans le conseil, précisément pour que cette enveloppe indemnitaire soit plus importante. Donc c'était un peu contre-intuitif ou un peu artificiel d'agir de la sorte, c'est-à-dire que, on désignait, certaines communes désignaient un nombre d'adjoints qui, était manifestement, plus important que voulu à cause de cela. Donc désormais, vous ne serez plus tributaire, de cette difficulté-là, puisque l'enveloppe globale, quel que soit le nombre d'adjoints effectivement en poste, eh bien, sera toujours calculée en fonction du nombre maximal théorique. Autrement dit, toutes les communes appartenant à la même strate démographique auront désormais une enveloppe indemnitaire maximale équivalente. Voilà la conséquence, en fait. Alors, pour l'indemnité de fonction des adjoints, eh bien, on le rappelle également, c'est un principe dégagé par le Conseil d'État depuis longtemps, ce versement est conditionné par l'exercice effectif d'une ou plusieurs délégations, au moins une. Étant donné que la qualité d'officier d'état civil et de police judiciaire, qui est conférée à tous les adjoints, ne suffit pas à elle seule à justifier l'octroi d'une indemnité de fonction. On parle bien de délégation, donc de délégation conférée par le maire par arrêté, sur le fondement de l'article L2122-18. L'article L2123-24, grand 2, dispose donc que cette indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au 1, c'est-à-dire le maximum qui figure sur le petit tableau que vous avez sur la gauche, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints ne soit pas dépassé. Donc ça, ce principe-là a demeuré, il n'a pas été modifié par la loi Gatel. Ce montant total est calculé sur la base donc du nombre maximal théorique d'adjoints, comme on vient de le dire. Donc en fait, il est toujours possible, comme c'était le cas jusqu'à présent aussi, de permettre à un adjoint de percevoir une indemnité supérieure au taux
applicable aux adjoints à la condition que l'enveloppe globale ne soit pas, elle, dépassée. Donc c'est un jeu de vase communicant, hein. Si un adjoint perçoit une indemnité supérieure au taux réglementaire, ça signifiera obligatoirement que d'autres élus, un ou plusieurs autres élus, percevront une indemnité moindre que le maximal qui pourrait leur être alloué, hein. C'est mathématique, bien sûr. Et autre principe, cette indemnité ne peut pas être supérieure à l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. Donc il y a un double plafonnement pour les adjoints, l'enveloppe globale totale et l'indemnité maximale que l'on peut accorder au maire. Donc un adjoint ne peut pas percevoir une indemnité supérieure à celle du maire si le maire lui-même n'a pas demandé à ce qu'elle soit votée à un taux inférieur le concernant. Autre principe, c'est lorsqu'un adjoint supplée le maire, donc en cas d'absence ou d'empêchement du maire, il peut percevoir pendant la durée de cette suppléance et après délibération, donc là ça n'est pas de droit, hein, c'est une faculté, ce n'est pas de droit, après délibération du conseil, l'indemnité fixée pour le maire, éventuellement majorée, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Donc là, par contre, il y a une forme de rétroactivité, d'une certaine manière, qui est admise par la loi, en fait, hein, puisque la délibération, la plupart du temps, interviendra après le début de la suppléance. La plupart du temps, ce sera le cas, mais la loi permet ici qu'elle soit versée à compter de la date d'effectivité de cette suppléance. Alors, on vous a ici indiqué un exemple de calcul de cette enveloppe indemnitaire, donc l'exemple d'une commune de 700 habitants dont le conseil municipal comprend 2 adjoints. Le maire bénéficie donc d'une indemnité maximale à 44,3 et comme c'est une commune de 700 habitants, eh bien, donc il y a un effectif de 15 conseillers municipaux, ça c'est la loi, eh bien, la commune peut créer 4 postes d'adjoints au maximum, hein, 30 au plus de l'effectif du conseil. L'indemnité maximale pour chacun est donc 11,77 et donc l'enveloppe, c'est bien l'indemnité maximale dévolue au maire, plus 4 fois le taux maximum pour les adjoints, et non plus 2 comme c'était le cas autrefois. Hein, autrefois, on calculait par rapport à 2, c'est-à-dire le nombre effectif d'adjoints. Désormais, c'est bien par rapport à 4, c'est-à-dire l'effectif théorique maximal. Étant entendu, qu'en cours de mandat, il est toujours possible de délibérer pour revoir à la hausse le nombre d'adjoints. C'est toujours possible de le faire, hein. Une commune qui a 2 adjoints, donc cette commune-là qui a 2 adjoints, c'est tout à fait possible tout au long du mandat de délibérer pour augmenter, le cas échéant, le nombre de postes. 3, voire 4. En revanche, pour revoir à la baisse, ça nécessite qu'il y ait une vacance de poste. Donc là, ça ne peut pas se faire de manière automatique. Revoir à la baisse le nombre d'adjoints ne peut s'envisager que s'il y a vacance du poste, donc qui serait supprimé, vacance pour quelque raison que ce soit. Alors il faut noter également que dans les communes de moins de 1000 habitants dont le conseil est réputé complet, hein, c'est la fameuse hypothèse, certains d'entre vous sont peut-être concernés par cela, la fameuse hypothèse d'un effectif du conseil qui comprend jusqu'à 2 élus de moins que l'effectif légal, parce que les listes elles-mêmes étaient incomplètes. Eh bien, le plafond du nombre des adjoints, de 30 va se calculer sur la base du nombre réel de conseillers municipaux issus de l'élection, et non pas sur le nombre théorique. C'est le nombre réel. C'est important parce qu'évidemment, le calcul en est affecté pour cette raison-là, hein. Il y a une incidence sur le calcul. Alors, on vous a indiqué qu'il y a une majoration aussi possible pour les communes de 100 000 habitants et plus. Bon, là, ça concerne assez peu de villes par définition. Et puis, si vous êtes concerné également, on vous a réindiqué ici un lien intéressant d'un document de l'AMF sur le calcul des indemnités pour les communes nouvelles. Alors, ce document, je l'ai parcouru, il est encore à jour aujourd'hui, hein, il date de 2020. Compte tenu de l'évolution des textes, les principes demeurent. Donc vous pouvez tout à fait encore vous y conformer, vous y référer.
mais il est possible qu'on ait un autre document de l'AMF, par exemple, ou de la DGCL, par exemple, qui peut être publié dans quelques temps. Ce n'est pas impossible, mais cette foire aux questions reste d'actualité. On s'arrêtera hein, pour vos questions, hein, si vous en avez. On termine peut-être par la question des indemnités de fonction des conseillers municipaux, puisque là, donc, on a un article central, qui est l'article L2123-24-1, avec 5 grands principes qui figurent ici. Premier principe, les indemnités votées par les conseils des communes donc de 100 000 habitants au moins, donc 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions, sont au maximum égales à 6% de l'indice brut terminal. Ça, c'est de droit pour les communes de plus de 100 000 habitants. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, on peut avoir la même règle, le même principe, mais cette fois-ci, c'est facultatif. Donc, c'est uniquement par délibération du conseil municipal. Donc, il peut être fait le choix qui est pas le choix le plus pratiqué, hein, très objectivement. Alors je n'ai pas trouvé de statistiques, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de statistiques, mais c'est pas le choix le plus pratiqué, mais qui est légalement possible de, entre guillemets, «faire une sorte de saupoudrage». Le terme n'est pas très joli, mais ça revient un peu à ça, c'est-à-dire d'indemniser un peu tout le monde, non pas au titre des fonctions, mais au titre de l'exercice effectif du mandat, en fait, hein. Donc tous les conseillers, mais dans une limite qui est quand même très basse, hein, de 6% de l'indice brut terminal. Donc ça fait quelque chose, ce sont des montants qui sont quand même très minorés en fait, hein. Troisième cas de figure, beaucoup plus fréquent, c'est la possibilité donc d'indemniser les conseillers au titre des délégations de fonctions qu'ils peuvent percevoir, en tout cas certains d'entre eux. Et à ce moment-là, si ces conseillers sont indemnisés sur le fondement de délégation de fonction, ce sera dans les limites prévues par le grand 2 de l'article L21, 23, 24, c'est-à-dire les mêmes limites que celles prévues pour les adjoints, ce que l'on venait d'évoquer dans la diapositive précédente. Et attention, cette indemnité-là, l'indemnité du grand 3, n'est pas cumulable avec celle prévue par le grand 2. Donc un conseiller municipal délégué, s'il perçoit une indemnité à ce titre-là, ne pourra pas percevoir en plus l'indemnité des 6% si la commune a fait le choix aussi d'octroyer cette indemnité pour les autres. Dans ce cas-là, ce sera uniquement pour ceux qui ne seraient pas délégués. Quatrième principe, même chose que pour les adjoints, lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire, alors ça c'est plus rare, hein, puisque quand il y a suppléance, c'est l'ordre du tableau qui doit être respecté. Donc pour arriver à un conseiller municipal, il faut que tous les adjoints soient eux-mêmes empêchés ou absents. Donc c'est plus rare, mais ça peut arriver. Eh bien, ce conseiller-là peut percevoir, pendant la durée de cette suppléance et aussi après délibération, l'indemnité fixée pour le maire, éventuellement majorée. Donc là, même principe que les adjoints. Et même principe également, il y a un parallélisme des formes assez simple ici à retenir, eh bien, en aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire. Fixée, sous-entendu, à titre maximal par la loi, hein, c'est ce que ça sous-entend. Voilà, donc ces 5 alinéas-là en chiffres romains figurent de cette manière-là à l'article L 21 23 24 1 du CGCT. Et puis un petit tableau chronologique hein, de synthèse sur la date de fin de versement et de début de versement. Donc on rappelle hein, pour le début de versement que pour le maire, c'est à la date de l'élection. Et pour les adjoints et conseillers délégués, eh bien, comme un arrêté de délégation est nécessaire pour en tout cas pour les conseillers qui sont indemnisés à ce titre-là, hein, pour être précis, eh bien à ce moment-là, le versement débutera à la date à laquelle la délibération deviendra exécutoire, mais une fois les arrêtés eux-mêmes rendus exécutoires, hein. C'est ça qui est important, donc pas de rétroactivité ici. Alors, je vous propose peut-être que l'on s'arrête sur vos questions. Alors malheureusement, j'ai une difficulté pour revenir,
Je vais, Malheureusement. Ouais, je suis désolé, Catherine, je n'arrive non, pas à non, réduire ma fenêtre. il y a aucun souci, il y en a pas trop. Alors, monsieur Texera Valentin, en l'absence de délibération, donc aucune indemnité ne peut être versée à quiconque. Alors, sauf le maire, hein, puisque, l'indemnité de droit pour le maire, s'il n'y a pas de délibération, donc l'indemnité est versée dès l'élection. Mais en effet, toutes les autres indemnités potentielles, donc qui seraient versées, aux adjoints et aux conseillers et bien, ne peuvent pas l'être aujourd'hui tant que la délibération n'a pas été adoptée. Et deuxième question de monsieur Texera, les décrets d'application de la loi sur le nouveau statut de l'élu ont-ils été pris? Alors pas encore, pas encore. Alors pour les communes, là, je l'ai pas évoqué parce qu'il n'y a pas de décret à venir, mais pour les EPCI, ça va avoir une importance, on va en dire un mot et c'est courant avril. Alors vous voyez, là, on est le 9, donc dans les jours qui viennent, le décret sera pris. On a malheureusement, pas eu le temps, d'avoir, la publication de ce décret, mais il va intervenir de toute façon au mois d'avril, c'est ce qui a été promis par le gouvernement. Madame Delbarba, si la délibération relative aux indemnités n'a pas été prise, mais que les arrêtés de délégation de fonction sont pris, à quelle date doit-on verser les indemnités des adjoints et conseillers municipaux? Alors, en application du principe de non-rétroactivité, hein, que l'on évoquait, qui a été, réaffirmé par le juge, le versement ne pourra débuter qu'une fois la délibération rendue exécutoire. Donc quel que soit le laps de temps qui se sera écoulé entre la prise des arrêtés et l'adoption de cette délibération, l'indemnité ne sera versée qu'à compter du jour où la délibération sera exécutoire et non pas rétroactivement au moment où les arrêtés auront été pris. Alors, je redescends. L'arrêté de délégation du ou de la maire doit-il être joint à la délibération relative aux indemnités des élus? Ce n'est pas une obligation. Non, non, ce n'est pas une obligation. C'est même pas prévu d'ailleurs, hein, par les textes. Les deux actes sont autonomes, si je puis dire, et à partir du moment où vous avez rendu exécutoires les arrêtés, donc transmis au contrôle de légalité et affichés ou publiés, ça suffit. Il n'y a pas à les annexer ensuite à la délibération. Quelle que soit sa couleur, une opposition peut-elle exiger de la majorité que le montant des indemnités soit publié sur le site web de la commune? Bah, de toute façon, oui, elle peut l'exiger puisque, la publication, alors, ça va si la publication dématérialisée est obligatoire, là, ça dépend de la strate, démographique à laquelle vous appartenez, bah, d'une certaine façon, l'opposition peut l'exiger puisque c'est simplement, l'obligation de respecter la loi. Si en revanche, il a été fait le choix d'une publication uniquement sur support physique, hein, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à ce moment-là, l'opposition ne peut pas l'exiger. D'une certaine façon, l'opposition ne peut que rappeler la loi sur la publicité des actes. Pas plus, pas moins, en fait. Alors, alors je vois, alors attendez, il y a des questions qui arrivent. Le nombre théorique de vice-présidents pour les EPCI est-il celui avec 20% ou 30%? Alors ça, c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, hein, puisque ce sera voilà, un nouveau chapitre. Là, on s'est intéressé uniquement aux communes, mais on va bien sûr aborder ces questions tout à l'heure. Voilà, du coup, je te redonne quand même parce qu'il y a un complément Oui, de question, oui. mais on vous répondra, madame. Je précise ma question. Si les élus décident de passer un nombre de VP à 30%, comment se fait le calcul de l'enveloppe maximum théorique ou s'ils choisissent moins de 20%? Mais on va y revenir Ouais, là tout on à va y revenir, madame, oui, tout à fait. Et c'est un petit peu plus compliqué que pour les communes, en effet, hein, ce calcul-là, hein. Donc on va l'aborder. Monsieur ou madame, pardonnez-moi, demoiselle, bonjour. Concernant les adjoints au poste avant le conseil d'installation, faut-il les rémunérer jusqu'au jour du conseil installant les nouveaux adjoints ou jusqu'à la veille de ce conseil? Quentin de son prénom, merci. Oui, alors, normalement, c'est jusqu'à la veille. Je ne suis pas sûr qu'on ait ni doctrine ni jurisprudence en la matière, mais, par sécurité juridique, la logique, ce serait de les rémunérer jusqu'à la veille, c'est-à-dire, la journée entière, révolue.
Voilà, mais bon, je j'ai pas le souvenir que cette question-là ait donné lieu à ni commentaires ni contentieux, mais ça me paraît très logique de s'en tenir à une journée entière, en fait, de voilà, de service fait, si je puis dire. Je mets entre guillemets parce que c'est pas le bon terme, on n'est pas dans la fonction publique, mais en gros, c'est ça. Mais voilà, donc la logique, ça serait plutôt la veille à minuit, en fait. Alors pour l'instant, c'est tout dans les questions. Donc écoute Benjamin, je t'invite Très bien, à continuer. très bien. Merci Catherine, merci à Merci. vous. Alors oui, donc il y a des petites particularités dans la loi. Ce serait trop simple sinon, et en particulier quelque chose que vous connaissez, probablement bien, c'est la question des majorations, puisque beaucoup de communes peuvent être concernées à un titre ou plusieurs titres par ces possibilités de majorer. Donc ça, c'est l'article 21, 23, 22 qui nous dit que les conseils municipaux de certaines communes peuvent, dans la limite de plafond réglementaire, voter des majorations d'indemnités de fonction aux élus. On verra tout à l'heure dans un petit tableau quelles sont les communes concernées. Là, la loi Gatel n'a pas modifié ce régime-là, hein, c'est toujours le même. Donc ce vote des majorations a lieu en deux temps. Dans un premier temps, le Conseil vote le montant des indemnités de fonction, c'est-à-dire de manière normale, de manière classique, comme voilà, dans le respect des principes qu'on avait déjà évoqués, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Donc là, on a une première délibération. Et dans un second temps, deuxième délibération, il va se prononcer sur les majorations, donc sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Donc ça veut dire que la majoration va être calculée à partir de l'indemnité réellement octroyée à tel ou tel, et non pas à partir du maximum autorisé. Ces deux votes peuvent intervenir au cours de la même séance, que la loi rappelle, et j'aurais tendance à dire c'est plutôt quand même très opportun de les faire intervenir au cours de la même séance. On aurait du mal à comprendre qu'on diffère à une séance ultérieure le deuxième vote, mais s'il y a un problème de quelque nature que ce soit, politique par exemple, c'est tout à fait possible de le faire. Mais la logique, c'est quand même que ça intervienne lors de la même séance. Alors, on vous a indiqué, on vous a ajouté ici un lien sur un exemple de mode de calcul que je trouvais bien fait, qui émane de la préfecture du Vaucluse. Voilà, des exemples intéressants. Alors, les communes concernées, donc on a les chefs-lieux de département, d'arrondissement, les anciens chefs-lieux de canton. Aujourd'hui, on n'a plus de canton, hein, qui était une circonscription électorale, mais les anciens chefs-lieux sont toujours en possibilité de majorer jusqu'à 15% le montant de l'indemnité. On a des communes sinistrées également, avec des précisions hein, apportées par le décret hein, qui dépendent du pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Les communes classées stations de tourisme, avec deux strates, hein, 5 000 habitants. Des communes dont la population depuis le dernier recensement a augmenté du fait de travaux publics d'intérêt national. Et puis, les communes attributaires de la dotation de solidarité, ou également des communes d'outre-mer de 5 000 habitants et plus qui sont attributaires de la DACOM, voilà, qui peuvent appliquer en fait, c'est une espèce de bonus des indemnités de la strate supérieure en tenant compte du taux individuel qui a été voté pour la répartition de l'enveloppe indemnitaire globale. Sachant que ces majorations peuvent même enfin, certaines de ces majorations peuvent se cumuler. Alors pas les 3 premières puisque, certes un chef-lieu de département était aussi chef-lieu de canton par définition, mais là ça n'est pas cumulable. C'est alternatif et donc pas cumulatif, mais par contre les autres peuvent se cumuler. C'est tout à fait possible. Donc un exemple ici, hein, d'une commune de 1200 habitants qui était anciennement chef-lieu de canton et qui est classée station de tourisme. Son conseil comprend 15 membres et elle a élu 3 adjoints, sachant qu'elle pouvait en élire 4. Le maire bénéficie de l'indemnité de droit, le conseil décide de voter l'indemnité des 3 adjoints au taux maximal, avec un conseiller municipal délégué qui obtient le même montant au titre du 4e adjoint théorique. Voilà le postulat de départ. Dans un deuxième temps, il est décidé de voter les majorations de 15%, donc chef-lieu de canton, et 50% Oui, pour
au titre du classement en station de tourisme. Et bien donc, ça nous donne le calcul Ok. suivant. Le maire percevra son indemnité de droit à laquelle on ajoutera 15% de cette indemnité de droit plus 50% de celle-ci, ce qui nous donne le résultat suivant, et on appliquera le même principe pour les 3 adjoints et le conseiller délégué. Donc vous voyez, dans un cas de figure comme celui-là, eh bien, ça fait quand même une majoration de, plus de la moitié, en fait, hein, de l'indemnité de base, l'indemnité qui était perçue, initialement. Donc ce n'est pas négligeable, si vous êtes dans l'une au moins de ces situations, voire même plusieurs, de, réfléchir à ces majorations. C'est facultatif, hein, mais en tout cas, la loi, le permet. Alors, il y a un autre élément, à avoir à l'esprit, c'est la possibilité de moduler. Donc ça, c'est la loi Engagement et proximité de 2019 qui a créé un nouvel article, et qui permet donc dans les conditions fixées par le règlement intérieur, de moduler le montant des indemnités de fonction que le conseil alloue à ses membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser pour chacun des membres la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. Donc on a un plancher de modulation, d'une certaine façon. Et ça, il faut que ce soit fixé par le règlement intérieur, hein. C'est vraiment une décision de nature réglementaire et qui, à ce moment-là, sera opposable à tous, y compris à des nouveaux arrivants en cours de mandat. Alors, indépendamment de cette nouvelle possibilité légale, eh bien, il était déjà possible traditionnellement, et ça l'est toujours encore, ça l'est encore, de moduler le montant de l'indemnité allouée à des adjoints, par exemple en fonction du nombre de délégations et ou de l'importance de ces dernières, sans que l'écart ne soit manifestement excessif, hein. C'est ce que rappelle le juge administratif. Donc on a la possibilité de moduler dans, avec un contrôle minimum du juge en cas de saisine, eh bien, ces montants. Alors là, on vous a, mis en exergue une réponse ministérielle très intéressante, hein, qui date du 6 février 2025, qui est récente, qui fait quand même un point sur, la manière de percevoir les choses. Pour, donc les conseillers, municipaux, des communes de moins de 100 000 habitants, donc ils peuvent, on l'a dit tout à l'heure, percevoir une indemnité facultative au titre de l'exercice effectif du mandat. Si une commune souhaite indemniser un conseiller, elle devra en contrepartie attribuer à son maire, à la seule demande de celui-ci, ou à ses adjoints, des indemnités inférieures au plafond légal pour ses élus. J'allais dire et ou, j'ai copié la réponse, mais on pourrait rajouter et ou à ses adjoints, en fait. Dès lors qu'ils respectent cette enveloppe indemnitaire globale, le conseil est libre d'allouer aux conseillers municipaux des indemnités donc pour l'exercice de leurs fonctions et d'en fixer le taux dans la limite de 6% de l'indice brut terminal. Il peut ainsi faire varier ces indemnités au regard des missions et responsabilités exercées, le juge veillant à ce que cette modulation repose sur des critères objectifs et ne soit pas prise en considération de la personne ou du comportement des élus. Si le conseil peut également attribuer une indemnité au conseiller auquel le maire délègue une partie de ses fonctions, une telle indemnité n'est pas de droit et doit également être comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale. Un conseiller sans délégation, et c'est ça qui est intéressant, cette dernière phrase, un conseiller sans délégation peut donc percevoir une indemnité de fonction supérieure à celle d'un conseiller bénéficiant d'une délégation, dès lors que ses missions et responsabilités le justifient. Alors ça ne doit pas être quand même très courant, hein, qu'un conseiller non délégué ait une indemnité supérieure à un conseiller délégué. Ça doit c'est quand même quelque chose d'assez marginal, mais c'est juridiquement possible, mais à la condition quand même de le justifier. Et ça ne sera pas toujours simple de le justifier. Donc il faudra quand même faire très attention si vous envisagez une telle possibilité. Alors, il y a également un principe d'écrêtement prévu par la loi qui n'a pas non plus évolué depuis la loi Anne, Gatel, hein. est-ce que tu peux me faire trois arrêtés de prime Alors attendez, exceptionnelle?
Elle va essayer de Pour les trouver éléments que je vais te citer. le micro ouvert. Si tu peux me les faire assez rapidement, les laisser en dossier et les mettre en... Oui. Merci. Gentil. Donc, oui, donc les dispositions relatives à l'écrêtement n'ont pas été modifiées par la loi Gatel. Donc, un élu municipal qui détient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes ou établissements publics locaux, et à ce titre-là peut être indemnisé, hein, eh bien, ne peut percevoir pour l'ensemble de ses fonctions un montant total de rémunération supérieur à 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire, hein. C'est la référence, donc ça nous donne près de 8 900 € bruts par mois, hein, c'est le montant applicable actuellement. Donc pour les indemnités qui excéderaient ce plafond, eh bien, il faut calculer le nouveau montant à écrêter en déduisant du montant brut les cotisations sociales obligatoires si les indemnités de fonction y sont assujetties. Et lorsque le montant total de rémunération fait l'objet d'un écrêtement, eh bien, la part écrêtée est versée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Voilà, donc l'écrêtement à 1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire. Autre obligation réglementaire qui a maintenant quelques années, hein, c'est l'obligation d'élaborer chaque année un état récapitulatif. Donc chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Donc d'une part au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein, et au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, toute SEM, toute SPL, et d'autre part au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité locale. On va y revenir, c'est une petite nouveauté ça, hein. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Et on a un dispositif tout à fait similaire, parallèle pour les EPCI à fiscalité propre uniquement, hein, pas les autres. EPCI à fiscalité propre. Voilà les deux articles du CGCT qui correspondent. Alors, la doctrine ministérielle nous précise que dans la mesure où la loi n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, eh bien, vous serez uniquement tenu d'exprimer ces montants en montants bruts correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. Donc, c'est montant brut avant impôt, en fait, et cotisation. La période de référence pour cet état récapitulatif, c'est l'année qui précède celle pour laquelle le budget est voté. Donc pour l'adoption des budgets de l'année N, il conviendra de présenter un état portant sur les indemnités et rémunérations perçues par les élus en année N-1, tout simplement. Alors, la petite nouveauté, on va faire attention à ça, c'est que depuis la loi Gatel, eh bien, l'État comprend, outre l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, celles, si elles existent, qui sont afférentes à tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc ça, c'est nouveau, hein. Donc si un élu municipal cumule son mandat avec celui de conseiller régional, par exemple, eh bien, le mandat de conseiller régional, s'il est indemnisé à ce titre, devra bien figurer dans l'état récapitulatif. Alors, autre exemple, un adjoint au maire qui est vice-président, qui siège au sein d'un EPCI à fiscalité propre et qui est vice-président d'un syndicat mixte ouvert restreint, dans ce cas-là, la commune devra reporter dans son état récapitulatif son indemnité d'adjoint au maire et celle de vice-président du syndicat mixte, alors que l'EPCI à fiscalité propre, lui, devra reporter dans le sien son indemnité de conseiller communautaire, s'il est indemnisé à ce titre-là, ce qui n'est pas non plus une obligation, et celle de vice-président du syndicat mixte. Alors, il n'y a pas de forme particulière, hein, à cet état récapitulatif. Vous êtes très libre sur les modalités pratiques formelles, hormis la mention en euros des sommes perçues par les élus. Donc, s'agissant d'une mesure de transparence, la DGCL recommande quand même donc d'indiquer ces sommes en brut par mandat et fonction sous la forme d'un tableau.
c'est le plus logique. Et il est recommandé aussi de distinguer les différents avantages en nature des indemnités de fonction et eux-mêmes des remboursements de frais. Donc, 3 grandes catégories: avantages en nature, indemnité de fonction, remboursement de frais. Ça, vous avez par chapitre l'ensemble des émoluments perçus. Alors, vous pouvez encore vous référer à un calendrier de la fiche pratique de la DGCL qui est consacré à cet état. Il y a des choses qui ne sont plus à jour dans ce calendrier parce que antérieur à la loi Gatel par définition, mais l'essentiel quand même des éléments sont toujours d'actualité et la DGCL remettra peut-être à jour ce calendrier prochainement. Voilà pour ces éléments. Donc on peut bien sûr s'arrêter quelques instants sur vos interrogations. Alors, monsieur Texera, ces majorations sont-elles obligatoires ou par une sorte d'éthique politique, est-il possible de s'en affranchir? Pardon, et de ne pas les appliquer? Petite remarque, la délibération sur les indemnités doit-elle prévoir les majorations éventuelles ou cela doit-il passer par une autre délibération distincte? Alors, première question, non, ces majorités ne sont jamais obligatoires, hein, elles sont toujours facultatives. Alors comme vous le dites très bien, il peut y avoir un choix, éthique, de ne pas le faire. Donc là, ça devra de toute façon passer par un débat, hein, quoi qu'il en soit, en conseil municipal, puisque de toute façon, qui dit délibération dit débat. Donc c'est à l'occasion de ce débat préalable qu'il peut être fait le choix, éventuellement, de ne pas appliquer ces majorations, hein. Vous pouvez tout à fait prendre une délibération de principe, pourquoi pas, qui décide formellement de ne pas appliquer ces majorations. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, s'il n'y a pas de délibération du tout, ben, il n'y aura pas de majoration par principe, hein. Et puis sur la deuxième question, oui, de toute façon, encore une fois, hein, pour que ces majorations soient applicables, on l'évoquait tout à l'heure, il faudra bien délibérer en 2 temps, obligatoirement. Donc nécessairement, s'il y a majoration, s'il y a application de majoration, eh bien, les 2 délibérations en question, la deuxième en particulier, l'attestera, en fait, en fera foi. Alors une question de madame Delbarba, le récapitulatif doit-il comporter le nom de l'élu? Alors, le nom, oui, ou la fonction, hein. Il n'y a pas d'obligation en la matière, donc vous pouvez faire figurer l'un ou l'autre. Alors, juste le nom, c'est pas très pertinent, je trouve, parce que, ça ne renvoie pas à la fonction, c'est quand même ça qui importe. Donc au moins la fonction, c'est quand même conseillé et le cas échéant, le nom également, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, le montant écrété peut-il ou doit-il être versé dans le pot de l'enveloppe globale totale maximale, auquel cas cela peut-il être ventilé auprès des adjoints ou conseillers? Alors en fait, l'écrêtement, n'a pas d'incidence, la règle d'écrêtement n'a pas d'incidence sur le calcul de l'enveloppe globale. L'écrêtement, c'est un dispositif qui a, une visée fiscale et sociale. Donc chaque collectivité ou chaque établissement public concerné va, hem, calculer en fait son indemnité de fonction qui lui est propre, en fonction des règles qui lui sont propres et donc en fonction de son enveloppe globale. Mais s'il y a cumul de mandats, à ce moment-là, eh bien, la part écrêtée est reversée, hein, donc ça c'est une obligation, est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Donc quand vous calculez vos enveloppes globales, vous déterminez vos enveloppes globales et vous calculez vos indemnités de fonction, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écrêtement. C'est la conséquence du cumul des mandats qui donnera lieu ensuite à reversement. Merci Benjamin. Madame Poggi, pour le PCI, il n'est pas demandé de reporter les indemnités en tant qu'adjoint? Interrogation. Oui, c'est ça, effectivement, hein, pour la commune, il n'est pas demandé de reporter l'indemnité éventuellement perçue au sein de l'EPCI à fiscalité propre et inversement, réciproquement, pour les EPCI à fiscalité propre, ils ne reportent pas dans leur état l'indemnité éventuellement perçue en tant qu'adjoint, par exemple. En tout cas, au titre de la commune. C'est bien ça.
Alors, Madame Doigt, pour les vice-présidents des EPCI, faut-il ajouter dans l'état récapitulatif toutes les indemnités dans les différents syndicats et aussi celles que le VP a en tant que maire? Voilà, donc là, on vient de répondre, hein. Donc pour les Mhm. syndicats, oui, mais pas pour le maire. Voilà, hein, voilà, il y a d'une certaine façon, il y a une étanchéité, au sein du bloc communal, entre communes et EPCI à fiscalité propre sur l'État. Donc chacun fait figurer sa propre indemnité, l'indemnité qui le concerne. Et en plus, il y a un tronc commun, si je puis dire, c'est toutes les indemnités perçues au sein des syndicats ou des sociétés d'économie mixte ou SPL. Voilà, hein, on revient à l'exemple qu'on donnait ici. Euh, alors je sais, voilà, non, c'est peut-être un peu plus tard. Voilà, l'exemple ici, vous voyez, hein, dans le cas d'un adjoint donc qui est également conseiller communautaire, la commune ne fait pas référence à l'indemnité de conseiller communautaire et l'EPCI à fiscalité propre ne fait pas référence à l'indemnité d'adjoint. Voilà le principe. Bon, ça peut paraître un peu étrange, mais en tout cas, c'est comme cela que la loi a été conçue initialement. Alors, question de Madame Luce. À quelle date ou lors de quel conseil l'état récapitulatif annuel doit-il être présenté? Alors, c'est avant le vote du budget. C'est avant le vote du budget, donc il n'y a pas de date précise, si je puis dire, si ce n'est que, enfin, si ce n'est le respect du délai des 12 jours, hein, qui précède le vote du budget primitif, avec, l'envoi bien sûr des documents de synthèse notamment. Bon, bah, c'est à cette occasion-là, par définition que l'État peut être présenté, au plus tard, aux élus, en fait, hein, donc Alors, c'est bien. Oui. pour être tout à fait précis, il y a une question qui rejoint le sujet, le récapitulatif. Doit-il figurer dès la séance sur le budget primitif? Bah, il est communiqué chaque année aux conseillers avant l'examen du budget. Voilà ce que nous dit la loi, pas plus que ça. Donc là, vous avez, toute latitude ensuite pour déterminer le calendrier, sachant que, la logique, c'est qu'encore une fois, il soit communiqué, dans, le délai de communication des autres documents, précédant l'examen du budget primitif. Implicitement, ça revient à ça. Ça peut être Mmh, communiqué plus tôt, hein, éventuellement en début d'année si vous avez déjà, l'avez déjà élaboré, mais au plus tard, c'est au moment de l'examen, avant l'examen du budget. Voilà ce que nous dit la loi, pas plus en fait. Madame Oyen, sur l'état récapitulatif, le PCI n'indique pas les indemnités d'adjoint. Pour quelle raison? Oui, bah, on l'évoquait, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi la loi a été conçue de la sorte, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une explication très rationnelle. C'était, la loi, alors je ne sais plus si la loi engagement et proximité ou 3DS qu'il avait créé cette obligation-là. Je crois que j'ai le texte sous les yeux, oui, mais il a été modifié. Mais bon, non, il y a pas vraiment d'explication. D'une certaine façon, la loi a voulu peut-être responsabiliser, c'est peut-être un début d'explication qu'on pourrait donner, je ne sais pas si elle est bonne, a voulu responsabiliser heu, chaque personne morale concernée, hein, d'une certaine façon, pour que chacun reporte, l'indemnité qui le concerne. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas d'explication, autre que celle-ci, mais en tout cas, en effet, ça veut dire que c'est pour un élu qui cumule des indemnités, municipales et communautaires, en fait, eh bien, chaque état récapitulatif sera partiel, hein. Aucun, ne, sera totalement complet. Donc c'est la volonté du législateur, mais voilà, peut-être que ça évoluera, hein. Vous voyez, on a déjà eu une évolution avec la loi Gatel, c'est-à-dire que maintenant on fait figurer les autres indemnités, éventuellement perçues, au sein des autres collectivités territoriales, les 2 autres strates de collectivités territoriales, ça n'existait pas autrefois, puisqu'on a des textes, de même nature pour les départements et les régions d'ailleurs, hein, c'est exactement le même principe. Donc là, on élargit sur le plan des collectivités territoriales, peut-être qu'un jour, la loi ira encore plus loin et fera reporter l'ensemble des indemnités sur tous les États.
Bon, ce serait peut-être plus lisible, hein. Je suis d'accord avec vos remarques personnellement, ça serait quand même plus lisible, mais en tout cas, c'est pour l'instant, c'est ainsi que le droit est rédigé. Merci Benjamin. Madame Serra, pouvez-vous confirmer que le versement des indemnités des élus ne revêt pas de caractère rétroactif et quelles sont les conséquences le cas échéant? Oui, je vous le confirme à nouveau, hein. C'est vrai que le juge aujourd'hui, s'est quand même exprimé, donc ce fameux arrêt de la CA de Lyon de 2025, qui est aujourd'hui vraiment la référence, qui bat en brèche. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pas évident, hein, intellectuellement et intuitivement de l'appréhender, qui bat en brèche la doctrine ministérielle. Hein, on a un juge administratif qui est beaucoup plus rigoureux ici que le ministère de l'Intérieur ne l'a été depuis longtemps. Donc je vous confirme bien qu'il ne peut pas y avoir de rétroactivité. Alors la conséquence, possible, c'est que s'il y avait un recours devant le juge administratif, eh bien, il y ait une annulation de la délibération prise et donc un reversement, hein, ce qu'on appelle une action en répétition de l'indu, un reversement obligatoire des sommes indûment perçues. Voilà la conséquence possible. Alors, on va prendre les deux dernières questions. Avant d'avancer, on reviendra hein, à la fin sur les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Et puis, je vous rappelle que vous avez également à votre disposition le service de renseignement juridique et financier et que vous pouvez tout à fait appeler cet après-midi, demain ou dans les jours qui viennent et vous aurez Benjamin ou ses collègues et ils vous répondront de la manière aussi précise que le fait Benjamin. Un vice-président de PCI, également conseiller départemental, doit-il déclarer les indemnités pour ses 2 mandats? Oui. Oui, oui, c'est pour ça que c'est d'autant moins logique que Mmh. le mandat communal ne soit pas, reporté. Mais c'est effectivement ce qui figure à l'article L 5211-12-1. Cet état, vous voyez, c'est au milieu de la diapositive, hein, qui figure qu'on vous a laissé ici, au milieu. Donc cet état est communiqué c'est voilà et d'autre part au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc là, on a cette obligation-là. Oui, ça on a cette obligation-là, oui. Ah oui, pardon, non, c'est moi qui me trompe, je suis désolé depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est la nouveauté. Excusez-moi, c'est la nouveauté. En plus, j'avais insisté dessus. C'est d'autre part au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc on a bien ici le fait de reporter oui, excusez-moi, on a bien le fait de reporter aujourd'hui en fait, oui, la loi Gatel est allée justement, aussi loin que c'était logique de le faire, heu oblige bien à reporter tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc là, on a bien excusez-moi, hein, c'est moi qui suis resté sur le dispositif antérieur. Donc depuis la loi Gatel, on a bien des états récapitulatifs en fait qui sont complets, en fait, qui sont complets. Au niveau de l'EPCI. Par contre, pour la commune, voilà, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que pour la commune, en revanche, on ne fait pas figurer l'EPCI à fiscalité propre. Ouais, parce que là, le texte, je l'ai sous les yeux, hein. Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat, et d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc pour les communes, je vous confirme bien qu'on ne fait pas figurer, on ne fait toujours pas figurer l'indemnité éventuellement versée au titre du conseil communautaire. Voilà. Alors que pour l'EPCI à fiscalité propre, c'est au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc là, on est plus complet. Voilà, ça méritait d'être précisé. Mais c'est vrai que alors là, pour le coup, c'est quand même pas logique d'une certaine façon, puisqu'on a un État communal qui reste incomplet d'une certaine façon, alors que l'État communautaire, lui, le sera. Voilà, c'est bon. Là, honnêtement, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'explication très rationnelle hein, sur ce choix. Alors, je propose qu'on prenne encore 2 ou 3 questions, puis on reviendra à la fin.
Monsieur Lamourec, le calcul de l'indemnité de fonction selon le barème est-il obligatoire? Le choix d'un taux inférieur est-il légal? Toujours, c'est toujours possible de fixer, de délibérer sur un montant inférieur au taux maximal. Que ce soit pour le maire s'il en fait la demande, ou que ce soit pour les autres élus. Là, ça sera, non pas sur demande, hein, mais consécutivement au débat, de l'assemblée délibérante. Donc, ce sont toujours des taux maximums, qui sont prévus par les textes. Bonjour, est-ce que cet état récapitulatif doit être également établi dans les syndicats mixtes fermés? Non, c'est uniquement, du point de vue des EPCI, hein, uniquement au sein des, EPCI à fiscalité propre. Donc les syndicats mixtes fermés, relèvent pour l'essentiel, des règles institutionnelles applicables aux EPCI à fiscalité propre, mais ils ne sont pas concernés par cette obligation-là, en tant que telle. Et dernière question, les élus ont-ils une obligation de fournir ces informations ou comment les services peuvent-ils récupérer l'ensemble des indemnités? Alors, de toute façon, l'État est communiqué, donc c'est une obligation. Si jamais, cette communication n'était pas faite ou n'était pas, était insuffisamment faite, à ce moment-là, les conseillers lésés, alors d'abord pourraient en faire une demande officielle à leur exécutif, même après, la séance. Et enfin, dans l'idéal avant la séance, mais même si on se rapproche du délai du jour de la séance. Et si tel n'est pas le cas, éventuellement, eh bien, les délibérations prises à l'occasion de cette séance, notamment le vote du budget, hein, pour faire simple, pourraient être contestées devant le juge administratif, notamment sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information. Hein, l'obligation d'information des élus municipaux, elle figure à l'article L21-21-13, L21-21-13 du CJCT, et la jurisprudence est assez abondante, hein. Le défaut d'information peut, dans certains cas, vicier les délibérations prises. Alors Benjamin, je te propose, on reviendra, il y a une question de Monsieur Texera, mais on y reviendra à la fin, qu'on avance, dans Oui. le Voilà, je document. relis, hein, l'article L5211-12-1. Effectivement, donc chaque année, les EPCI donc, à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble, etc. etc. Au titre de tout mandat donc, ou de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société, et d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Donc, autre collectivité territoriale, ça comprend aussi la commune, en fait, hein. Donc, c'est ça la nouveauté de la loi Gatel. Alors, sur les indemnités de fonction donc, au sein des EPCI, alors là, on a donc cette fameuse loi du 22 décembre 2025 qui prévoit que le président perçoit désormais une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire de droit et sans délibération au taux maximum, à l'instar des maires. Même principe, le président peut demander, le cas échéant, de façon expresse, à ne pas en bénéficier et l'organe délibérant pourra, par délibération, la fixer à un montant inférieur. Alors, on a une note d'information de la DGCL du 9 février dernier qui précise bien donc que le fameux décret que l'on évoquait tout à l'heure doit intervenir au mois d'avril. Donc on va l'avoir dans les jours qui viennent. Et que pour l'instant, alors ça c'est purement théorique parce que alors, c'est un peu théorique parce qu'il y a des conseils déjà qui ont été installés, des conseils communautaires qui ont déjà été installés. Cette semaine notamment, on a quelques appels en ce sens. Mais en attendant que ce décret soit pris, les délibérations exceptionnellement de ces conseils restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret. Alors c'est pas très confortable hein, sur le plan du droit, je trouve. C'est un peu insécure. Ça aurait été préférable que le décret soit adopté un peu plus tôt que cela, mais pour l'instant, c'est le principe. Bon, voilà. Alors, sachant que
on le verra tout à l'heure, les montants qui figurent dans les textes, parce qu'ils figurent toujours dans les textes, hein, les plafonds, normalement, ne devraient pas être grandement modifiés. Hein. C'est ce que rappelle également la circulaire de février. Donc, il est fort probable, en fait, qu'on ait exactement les mêmes taux que ceux qui figurent déjà dans les textes. Et si jamais ils étaient modifiés, ce serait très probablement à la marge. Donc c'est pour ça qu'on vous les a. J'ai un petit peu hésité à vous les présenter en tableau dans le document, mais ils seront en fait encore très pertinents, hein, ces taux-là. Donc soit ils seront maintenus, ce qui est le plus probable, et s'ils ne le sont pas, ils ne seraient que très peu modifiés par le décret. En tout cas, ce sont les informations dont on dispose aujourd'hui. Alors, l'enveloppe indemnitaire globale, donc le nombre est déterminé par l'organe délibérant de l'EPCI dans les conditions de l'article L5211-10. Alors, vous savez que ce nombre, il est fixé soit à 20% maximum de l'effectif total de l'organe délibérant, arrondi à l'entier supérieur dans la limite de 15, 20 pour les métropoles, avec la possibilité d'avoir 4 vice-présidents si ce nombre est inférieur. Donc ça dépend beaucoup de la répartition des sièges qui a été décidée l'année dernière pour vous, soit dans le cadre d'un vote à la majorité des 2/3 du Conseil, majorité qualifiée, à 30% maximum de l'effectif de l'organe délibérant, sous réserve qu'il ne dépasse pas le nombre de 15 vice-présidents. Ça, c'est la composition du bureau. Au niveau des indemnités, l'article L5211-12 nous dit que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. Donc là, vous voyez une différence importante avec le texte applicable aux adjoints. Puisque pour les vice-présidents, on a toujours la référence à l'exercice effectif et non pas au maximum théorique. Donc on reste sur le dispositif antérieur. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que pour calculer votre enveloppe indemnitaire globale maximale, vous additionnerez le montant de l'indemnité maximale que l'on peut conférer au président et le montant maximal de celle qu'on peut conférer au vice-président, en prenant en compte pour ces derniers donc le nombre suivant, soit 20% au maximum arrondi à l'entier supérieur de l'effectif de l'organe délibérant calculé en application de la règle de droit de répartition des sièges, donc hors accord local, avec majoration de 10% supplémentaire dans la limite de 15. Et si jamais vous avez procédé à un accord local, eh bien, quel que soit le nombre de sièges supplémentaires éventuels qui ont pu être accordés à ce titre-là, l'effectif théorique à prendre en compte pour le calcul de l'enveloppe suit la règle de répartition de droit avec une majoration de 10% supplémentaire. Et si l'effectif réel du conseil communautaire est inférieur à l'effectif théorique, à ce moment-là, il faudra retenir l'effectif réel pour le calcul des 20% de vice-président. Voilà, c'est pas très simple hein, cette règle-là, mais en fait, ça nous permet de considérer qu'en cas d'accord local, hein, quel que soit le cas de figure, eh bien, l'effectif théorique à prendre en compte eh bien, suit cette règle de répartition de droit, en fait. Hein. Et en l'absence d'accord local, c'est l'effectif réel qui va s'appliquer. Donc c'est soit ce nombre-là, soit le nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si ce nombre est inférieur à celui que l'on aurait obtenu en faisant application des dispositions précitées. Donc si le nombre est inférieur à ce qui aurait été le cas si on avait appliqué la première option, à ce moment-là, c'est le nombre existant effectif qui servira de base de calcul. Alors, il y a d'autres principes hein, qui sont repris au niveau des EPCI.
Donc les mêmes principes que pour les communes. L'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue de droit pour le président, à condition que le montant de l'enveloppe indemnitaire ne soit pas dépassé. La délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation, après le renouvellement général des EPCI, les conseils communautaires, et toute délibération, elle aussi, indemnitaire, comprend un tableau annexe qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées. Donc ça, ce sont des règles communes avec les communes, précisément. On a également des principes de majoration qui figurent ici, hein, pour les communautés de plus de 100 000 habitants. Voilà, j'étais en train de regarder si non, il n'y a pas de distinction, c'est tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. Et la modulation, eh bien, se fait de la même manière. Dans les conditions fixées par le règlement intérieur, vous pouvez décider donc de faire évoluer le montant, moduler le montant des indemnités en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont les élus sont membres. Là aussi, avec un plancher de modulation, de réduction. Voilà, donc on vous a quand même reprécisé les montants, sous réserve donc d'une évolution par le décret à venir, mais encore une fois, on sera probablement sur les mêmes taux ou tout au plus très approchants. Voilà, donc président, vice-président, conseiller communautaire. Alors pour les conseillers communautaires, il y a une particularité, hein, c'est que, vous le savez, le président peut donner délégation, de fonctions à d'autres membres du bureau que les vice-présidents si ceux-ci sont tous absents ou empêchés. La condition sine qua non. Donc on a des conseillers communautaires qui peuvent, membres du bureau, il faut nécessairement qu'ils soient membres du bureau, qui peuvent percevoir une indemnité au titre d'une délégation. Eh bien, la loi a aménagé ces principes-là en transposant aux communautés de communes le fameux article L21, 23, 24.1 que l'on évoquait tout à l'heure, qui s'appliquait aux conseillers municipaux. Et donc cet article-là, il figure à l'article L52, 14.8 pour les communautés de communes. Donc avec des principes tout à fait équivalents, pour les communautés de moins de 100 000 habitants, les conseillers communautaires peuvent être indemnisés à 6% maximum au titre de l'exercice effectif de leur mandat, en fait. On a un parallèle qui est fait avec les communes. Et dans toutes les communautés, quel que soit le nombre d'habitants, des conseillers délégués peuvent obtenir une indemnité de fonction qui sera comprise nécessairement dans l'enveloppe globale. Donc on a une forme de parallèle avec les conseillers municipaux. Même principe en communauté d'agglomération, avec les montants applicables aujourd'hui sous réserve d'évolution décrétale, on l'a dit, et on a également la possibilité d'indemniser des conseillers communautaires avec une strate supplémentaire, hein, pour les communautés d'agglomération, puisque dans les très grandes, 400 000 habitants au moins, et les indemnités votées par le conseil peuvent monter jusqu'à 28%. Bon, ça ne concerne pas beaucoup de PCI, évidemment, hein. Pour le reste, les deux strates du bas sont de même nature que pour les conseillers communautaires des communautés de communes. Même principe. Et on vous fait figurer également les taux applicables aux syndicats. Mais dans les syndicats, en revanche, seules les fonctions de président et de vice-président peuvent être indemnisées à ce titre. Pas des membres simples, entre guillemets, des comités syndicaux ne peuvent pas être indemnisés. Voilà, et ça, c'est le tableau applicable aux syndicats mixtes ouverts qui associent uniquement des communes, EPCI, départements, régions. Voilà, vous avez peut-être des questions, hein, sur ces éléments-là? Oui, il y a quelques questions. Je vais remonter dans le fil. Oui, alors on remonte sur une partie précédente, mais après je vais dérouler, hein, sur les questions.
Lors du vote du budget primitif 2026, avant le 30 avril, le récapitulatif des indemnités antérieures aux élections et les indemnités à venir doit-il être présenté? Là, il n'y a pas de précision dans les textes, hein. En fait, c'est l'année N-1 de toute façon, hein. C'est uniquement les indemnités qui correspondent à l'année N-1, donc il n'y a pas lieu de présenter les indemnités à venir, en fait, hein. Monsieur Jounier, si les taux évoluent, devrons-nous reprendre la délibération? Alors ça, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si vous faites référence sans autre précision à l'indice brut terminal, vous n'aurez pas besoin de reprendre vos délibérations, c'est-à-dire que le montant, donc ça ce sera bien sûr à voir avec le service paye et la comptabilité, hein, mais là c'est l'exécution de la délibération. La délibération n'aura pas à être reprise, puisque le montant ensuite qui sera versé tiendra compte de facto et automatiquement de l'évolution de l'indice. En revanche, si vous faites figurer dans vos délibérations les montants en valeur absolue, eh bien là, il n'y aura pas d'automaticité. Donc s'il est décidé, s'il est choisi, ce qui n'est pas une obligation, hein, mais s'il est choisi d'indexer ces montants à l'évolution de l'indice, là, il faudra cette fois-ci redélibérer dans cette hypothèse. Si l'état récapitulatif annuel n'est pas présenté avant le budget aux conseillers municipaux, que se passe-t-il? Bah, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est potentiellement un défaut d'information des élus, hein. L'article L21-21-13, c'est une obligation légale d'informer les conseillers municipaux des affaires sujettes à délibération, soumises à délibération. Donc là, c'est un défaut d'information. Alors pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence parce que c'est trop récent comme obligation, hein, mais on sait que en matière budgétaire notamment, c'est en matière budgétaire que le défaut d'information est le plus souvent sanctionné par le juge. La jurisprudence afférente à cet article L21-21-13 est la plus abondante en matière budgétaire. Donc il y a beaucoup de cas de figure, beaucoup d'exemples jurisprudentiels d'annulation de vote du budget, de délibération budgétaire, parce que la note de synthèse, par exemple, n'aurait pas été adressée dans les temps. Alors, sur l'état récapitulatif, on peut supposer que c'est un peu moins important, si je puis dire. Peut-être que le juge sera plus permissif en cas de recours. Mais voilà, là, pour l'instant, on est en l'attente de jurisprudence en la matière. On verra quelle sera la position du juge. Je pense que c'est un tout. Si c'est uniquement l'état récapitulatif qui n'est pas notifié, je ne suis pas certain que ce soit suffisant pour entraîner la nullité de la délibération. Encore que, restons prudents, hein, seul le juge peut le décider, bien sûr. Si en revanche c'est un tout, c'est-à-dire que si c'est en plus d'autres éléments qui ne sont pas communiqués, là ça peut être sujet à annulation de la délibération, bien sûr. Alors, une question de Madame Brise. Si j'ai bien compris, pour les vice-présidents en EPCI, on a le choix entre l'effectif théorique maxi, si on reste dans les 20%, ou l'effectif réel, si on est dans la majoration à 30% de l'effectif. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, autre question de Madame Doigt. Si j'ai bien compris, 20% donne 10 VP chez nous, Oui. mais nous pouvons aller à 30%, donc 14 VP. Si les élus choisissent 13 VP, l'enveloppe maximum théorique des indemnités est donc bien calculée sur l'addition président plus 13 VP. Mmh. C'est ça. Dans ce cas de figure, oui. Ça, c'est un cas de figure assez courant, hein, probablement, pour des communautés, qui ont cette taille critique, hein, qui sont dans ce type de strate démographique. C'est un cas de figure assez courant, donc c'est bien cela, en effet. Pour les conseillers communautaires non vice-présidents, le versement de l'indemnité est-il obligatoirement lié à un arrêté de délégation du président, qu'il soit ou non membre du bureau? Même principe que les conseillers municipaux, hein, on y revient. C'est donc, je vais prendre l'exemple des communautés de communes, hein. Soit il est fait le choix d'indemniser, j'allais dire, tous les conseillers avec modulation possible en fonction d'un certain nombre de fonctions, de missions, plus ou moins informelles qui peuvent leur être accordées, et cetera, dans la limite des 6. Soit on indemnise des conseillers au titre de la délégation. Donc là, ça induit un montant
potentiellement supérieure, puisqu'on va, cette fois-ci, la prendre dans l'enveloppe globale, cette indemnité, hein. Donc c'est le même principe que les conseillers municipaux. Sachant que les deux, là non plus, ne sont pas cumulables, hein, c'est le même principe. Un conseiller communautaire délégué, donc qui est nécessairement membre du bureau, hein, puisqu'on le rappelle, on ne peut pas avoir de conseiller communautaire délégué qui n'est pas membre du bureau. Donc un conseiller communautaire délégué, donc membre du bureau, qui est indemnisé à ce titre-là, ne pourra pas percevoir l'indemnité du grand 2, c'est-à-dire l'indemnité des 6 hein. C'est donc vraiment le même principe que les conseillers municipaux. Si aucune délibération n'est prise pour l'indemnité du président, quel montant perçoit-il avant la publication du décret, s'il est élu avant la publication du décret? Alors, s'il est élu avant la publication du décret, comme l'indique la circulaire de février, eh bien, il faut appliquer la délibération antérieure, c'est-à-dire du précédent mandat. Hein, c'est la circulaire donc signée par Françoise Gatel du 9 février 2026. Voilà, hein, je vous lis c'est la toute fin de la circulaire. Donc toutefois et contrairement aux dispositions applicables aux autres exécutifs, les modalités d'octroi des indemnités de fonction de ces élus sont précisées au niveau réglementaire et leur mise en œuvre nécessite la prise d'un décret en Conseil d'État. Les délibérations des conseils de ces établissements publics restent donc en vigueur jusqu'à l'intervention de ce décret. Voilà. Encore une fois, hein, on peut quand même largement supposer que le décret ne modifiera pas en fait les taux qui sont déjà en vigueur. Donc là, au moins, les choses seront facilitées. Mais en tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui demande la ministre. Peut-on ne pas prévoir d'indemnité pour les syndicats mixtes ouverts restreints? Alors oui, c'est tout à fait possible, hein, l'indemnisation, comme toujours, est facultative, hein. Ça, c'est vraiment un principe fondamental. Donc ouvert, restreint, c'est ici, hein, article L57-21-8, R57-23-1. Alors vous voyez que les taux sont très faibles, hein, bien sûr. Ce qui est assez logique parce que l'immense majorité des délégués syndicaux qui sont indemnisés, enfin oui, la majorité des délégués indemnisés au sein des syndicats le sont également par ailleurs, hein, la plupart du temps. Pas forcément le cas d'ailleurs, mais la plupart du temps, beaucoup le sont en tout cas. Donc là, il y a une sorte d'entonnoir en fait, un dispositif en entonnoir, et donc là, on a des taux qui sont très faibles, volontairement très faible. Donc il peut être choisi par le comité syndical, là aussi c'est un débat qui doit avoir lieu et donc une délibération en ce sens, pourquoi pas. Soit le silence, soit une délibération de principe, de ne pas indemniser les délégués syndicaux. Quels sont les effets d'un refus des élus de communiquer les informations liées à leur indemnité? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Mmh. uniquement, il y a pas de responsabilité pénale, hein, en la matière, hein, c'est pas du tout ce qui est prévu, c'est pas une infraction pénale en tant que telle. Le seul risque, encore une fois, c'est que l'administration, en raison de ce défaut de communication, ne puisse pas elle-même notifier aux élus l'état récapitulatif avant le vote du budget, et donc que le défaut d'information soit un élément de vice de la délibération. En fait, c'est une responsabilité uniquement administrative. Alors, y a-t-il une dotation particulière de l'État, envers les collectivités pour le versement des indemnités ou sont-elles prises sur le budget global? Non, c'est pris, oui, sur le budget global, hein. Il n'y a pas de Ça fait partie des dépenses obligatoires, hein, on n'a pas évoqué ce point-là, mais c'est vrai que les indemnités de fonction sont des dépenses obligatoires, pour les communes. Puisqu'on a une indemnité de droit pour le maire, hein, on parlait des syndicats tout à l'heure, là c'est facultatif, totalement, entièrement facultatif, mais pour les communes, il y a quand même au moins l'indemnité de droit pour le maire, et donc tout cela est pris entièrement dans le budget général, il n'y a pas de dotation affectée à cette dépense-là. Alors, il y a encore 2 questions et on va essayer de terminer. Concernant les EPCI de plus de 100 000 habitants, le CGCT ouvre la possibilité d'indemniser les conseillers communautaires sans délégation à hauteur de 6 de l'indice de référence.
Ma question est la suivante. S'agit-il d'une obligation de verser dès que le seuil est franchi ou d'une simple faculté soumise au vote? En d'autres termes, un entre guillemets simple élu peut-il exiger cette indemnité si le Conseil n'a pas délibéré en ce sens? Alors, pour les communautés, en effet, de 100 000 habitants et plus, c'est une obligation, hein, c'est une obligation. Donc à 6 hein. C'est pour ça qu'on a, ici, dans ce tableau-là, même chose pour les communautés d'agglomération d'ailleurs, hein. On a, les différentes strates, une différence entre les 2 premières strates, si je puis dire. C'est que dans la première strate, c'est une obligation. Donc les conseillers peuvent revendiquer, le bénéfice de cette indemnité, qui est de droit, alors que pour les moins de 100 000, c'est par délibération, c'est une faculté. Alors on a une petite remarque de madame Brice. Pour information, l'État verse une dotation spécifique pour les indemnités des élus pour les petites communes. D'accord, bah, écoutez, j'avais pas ça en tête, c'est quelle dotation madame? Je sais pas si vous avez la possibilité de nous le préciser? Ça doit être, la survivance de oui, de quelque chose ça, en effet, hein. Ouais. Alors je remonte, sur l'effectif des fonctions. Nous sommes bien d'accord sur le fait que cela exclut d'office les séances où une procuration de vote a été donnée. Alors j'ai du mal à saisir la question. De toute façon, je ne saisis pas votre question. De toute façon, encore une fois, donner procuration ou recevoir procuration, n'a pas de lien avec, l'exercice effectif d'une fonction de toute façon, hein. Donc je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais un adjoint qui a une délégation, qui est investi d'une délégation par arrêté, peut très bien, ne pas prendre part, à une délibération sans que ça mette en cause cette délégation. Je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais en tout En fait, cas, voilà. monsieur Texera complète en disant sur l'obligation d'un exercice effectif des fonctions. C'est l'arrêté qui importe. Si le maire estime, qu'un adjoint investi d'une délégation par arrêté ne remplit pas suffisamment bien ses fonctions, à ce moment-là, il peut retirer les délégations et c'est uniquement le retrait de la délégation et seulement cela qui, à ce moment-là, induira la fin de l'indemnisation. Donc ça passera nécessairement par un arrêté de retrait des délégations. Ça ne peut pas être simplement, un jugement de valeur, si je puis dire, ou quelque chose de circonstanciel. Ça doit le la fin l'exercice effectif de la délégation, on ne peut y mettre fin que par un retrait de la délégation ou des délégations. Alors madame Brise, nous apporte l'info: dotation élu local pour les communes de moins de 1000 habitants. D'accord, très bien. Bah, écoutez, Heu, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention à cette dotation. Je me souvenais plus qu'elle était encore en vigueur. Donc merci pour cette information, madame. alors, pouvez-vous confirmer qu'un vice-président de syndicat mixte fermé peut bénéficier d'un montant supérieur au président sous réserve de respecter l'enveloppe globale? Oui, là, faudrait revérifier dans le texte L5721-8. Je ne sais pas s'il y a un renvoi. On va regarder ça, si vous avez un petit instant, je vérifie. Alors, oui, parce qu'en fait, le L5721-8 renvoie au L5211-12. Donc en fait, le principe, voilà, c'est ça, hein, il y a un renvoi. Le L5721-8 renvoie à L5211-12. Donc on a bien le même principe pour les syndicats mixtes. Ouvert et fermé, ce sera la même chose aussi, hein. OK, je crois qu'on arrive au bout des questions. Donc, Pour le syndicat mixte fermé, en fait, c'est, le texte classique, hein, le L5711-1, qui renvoie, qui fait application des L5211-1 et suivants, donc on a exactement la même logique. Le L5211-12 sera aussi applicable au syndicat mixte fermé. Voilà. Alors je pense que le temps a filé. Vous avez, si cela vous intéresse, donc un chapitre qui est consacré à la nature sociale et fiscale des indemnités de fonction. Alors ça, c'est assez technique, mais c'est simplement, on a souhaité
voilà, vous rappeler les grands principes applicables en la matière, donc notamment le fait que les indemnités sont soumises à CSG-CRDS, voilà, cotisation au titre de l'IRCANTEC, et au-delà de la moitié du plafond de la sécurité sociale, il y a un assujettissement aux autres cotisations URSSAF de droit commun. Voilà. Il y a également la question de la fraction représentative des frais d'emploi, hein, qui est un montant forfaitaire qui est déduit de l'assiette imposable, hein, donc qui permet, c'est un avantage fiscal, hein, qui est consenti aux élus locaux, voilà, et qui dépend, cette fraction qui dépend d'abord de la strate démographique de la commune et du nombre de mandats exercés, hein. On a 3 montants d'abattement qui sont fixés et on vous a, voilà, qui figurent ici avec les montants pour l'année 2026 et des exemples de calcul qui sont issus du guide de l'élu local de l'AMF, voilà, et qui vous permettent de mieux appréhender quelle peut être la base imposable d'une indemnité de fonction. Voilà, avec déduction faite d'un certain nombre de cotisations et de cette fraction représentative. Et là, on a un exemple de calcul de la FRFE pour une pluralité de mandats. Donc ça, c'est un calcul que on a élaboré nous-mêmes, celui-ci. Les autres sont issus de l'AMF. Et puis, un rappel également, c'est que depuis 2013, en fait, les élus qui bénéficient d'une indemnité de fonction peuvent choisir d'adhérer à un régime de retraite par rente. Donc les plus connus sont les régimes Fompel et Carrel. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux plus utilisés. Et c'est une adhésion qui est facultative, qui permet aux élus de choisir un taux de cotisation de 4, 6 ou 8%, avec l'intérêt induit, c'est que la collectivité ou l'établissement a l'obligation, ensuite, si ce choix est fait, de participer financièrement au régime de retraite par rente, à hauteur du taux de cotisation de l'élu. C'est une dépense obligatoire. Donc ça, c'est quand même intéressant, et vous pouvez vous renseigner, en savoir davantage auprès des organismes gestionnaires dont les adresses figurent ici. Voilà. Voilà, donc j'espère que on a pu répondre à un certain nombre de vos interrogations à l'occasion de cette réunion. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez d'autres demandes à ce sujet ou sur d'autres, à nous contacter, donc au service de renseignement téléphonique de Rural Consult, 09 70 808 809, 09 70 808 809, et on est joignable, comme vous le disait Catherine tout à l'heure, du lundi au vendredi de 9h à 19h. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, je vous l'avais dit, hein, le webinaire a fait l'objet d'un enregistrement. Donc, je vous enverrai le lien pour accéder au replay et par le même lien, vous aurez accès au support qui vous a été présenté. Et bah, au plaisir de vous retrouver dans les prochains webinaires. Et voilà, n'hésitez pas à appeler le service si vous avez la moindre question, que ce soit autour des municipales ou sur tout autre sujet. Merci beaucoup, merci Benjamin, et excellente journée à toutes et à tous. Très bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.